Donc nous accueillons ce matin, je le disais, Pierre-Antoine Guillotel, breton de son état. Vous êtes diplômé en économie et actuellement ostréiculteur. On racontera comment ça s'est passé tout ça. Vous êtes auteur d'un premier récit de voyage, Islande, l'appel du 66 degrés nord, qui raconte le tour de l'Islande à pied en solitaire d'août 2020 à janvier 2021. Mais je dirais que cette aventure a commencé bien avant. Elle était en gestation à cause de lectures. Vous écrivez dans votre livre, c'est Jack London le coupable. Pourquoi est-il coupable? De quoi est-il coupable? Alors déjà, merci à tous d'être là. Merci Magali pour cette invitation. Pardon. Vous m'entendez bien ou pas là? Oui, ça va. Oui, alors Jack London, c'est une longue histoire. Je suis tombé sur cet auteur depuis que j'avais 13 ans à peu près. J'ai lu, je pense, comme tout le monde, Cro-Blanc et L'Appel de la forêt. D'ailleurs, le sous-titre de cet ouvrage, L'Appel du 66e degré nord, c'est un hommage implicite à Jack. Mais plus particulièrement, j'ai vraiment découvert cet auteur lorsque j'étais en Australie. Pour recontextualiser la chose, j'ai fait effectivement des études d'économie lorsque j'étais plus jeune. À l'époque, j'étais à Paris. Je travaillais à la Défense en tant que chercheur en économie dans une grande banque d'investissement. C'est un métier qui m'a plu un temps et puis très rapidement, je me suis rendu compte que ça ne me ressemblait pas. Les algorithmes, les mouvements financiers du monde, les taux de change et les taux d'intérêt ne me plaisaient plus vraiment et je suis parti en Australie. Là-bas, je suis devenu marin-pêcheur. Je partais en mer de Tasmanie 3 à 4 fois par semaine avec des barbus, des sacrés gaillards. Et c'est là-bas en fait où j'ai un peu commencé à écrire. Et à la suite de ce métier-là, j'ai fait malheureusement une chute assez grave d'une falaise à Sydney à l'époque, qui m'a précipité dans un fauteuil roulant. Et j'ai été hospitalisé plusieurs jours à l'hôpital de Sydney. Et le médecin à l'époque m'a dit, écoutez, monsieur Guillotel, on est désolé, mais on va devoir vous mettre dans un fauteuil roulant pendant plusieurs mois. Et moi, pour qui le mouvement est fondamental et crucial, voilà, tout s'arrêtait. Et voilà, pendant de nombreux mois, mes jours s'articulaient autour du fait de pousser mon fauteuil roulant sur le trottoir d'en face de mon appartement et de lire des ouvrages. Et c'est là où Jack London est apparu, parce que j'ai littéralement lu toute son œuvre, et notamment un ouvrage qui m'a vraiment marqué, qui est Martin Eden. Voilà, la vie de... Donc c'est un personnage semi-fictionnel, puisque Jack London globalement raconte un petit peu sa vie et ses déboires avec les éditeurs. C'est un écrivain du réel, et toute la trajectoire de vie de cet homme-là m'a profondément marqué, et je me suis énormément identifié à cet homme-là. Cet homme-là adorait le Grand Nord, et aussi parti sur les bateaux. Et voilà, de retour à San Francisco, s'est mis à écrire, a eu énormément de peine à se faire publier. Et voilà, je m'identifie beaucoup à lui. Donc c'est un peu grâce à lui que je me suis aussi lancé dans l'écriture après. Et voilà, quoi. Je lui dois beaucoup à ce fier Jack. Et alors pourquoi le choix de l'Islande pour ce premier grand voyage dans le Nord? Alors l'Islande, donc pour poursuivre un peu, pour filer sur Jack London. Jack London, c'est un auteur qui parle globalement vraiment du Grand Nord, de l'Arctique, de toutes ces zones hyperboréennes, les très hautes latitudes, que ce soit de la Russie orientale, du Kamtchatka, même s'il est mentionné assez peu dans ses ouvrages, mais jusqu'au Grand Nord canadien. Voilà, à travers ces ouvrages-là, je suis littéralement tombé amoureux de cette géographie-là, des personnages qui les habitaient également, les trappeurs, etc. Donc, depuis que j'ai lu London, je suis comme aimanté invisiblement par cette région du monde. C'est quelque chose de viscéral. C'est un aimant. Et depuis que je suis tombé sur Cro-Blanc ou L'Appel de la forêt, je ne pense qu'à ça. C'est presque une obsession. Et l'Islande, je pense qu'avant de partir dans l'Arctique, il faut se préparer quand même beaucoup à ces températures très basses, au grand froid, à l'extrême solitude. Et l'Islande, pour moi, c'était une étape un peu préliminaire avant justement de se jeter dans la bouche béante du Grand Nord et de l'Arctique, qui d'ailleurs fera l'objet de ma prochaine expédition l'année prochaine. Mais voilà, l'Islande, j'ai parcouru sur une carte le 66e degré nord, qui est le cercle polaire arctique.
Je voulais d'abord arpenter la périphérie du Grand Nord, et voilà, je suis tombé sur l'Islande, et l'Islande voilà, a été mon élu, quoi. Et puis après, évidemment, il faut rendre à César ce qui est à César. L'Islande, pour moi, c'est vraiment la sentinelle du Grand Nord. C'est un territoire extrêmement restreint qui réunit sur un territoire assez petit, sur une géographie assez petite, voilà, un panel de contrastes, de couleurs, voilà, en quelques kilomètres, on peut passer de fjords enneigés à des plaines de sable noir, à des déserts très sombres, à des glaciers qui font la taille de la Corse. Donc pour quiconque rêve d'aventure, je pense que c'est un territoire qui permet pas mal de choses. Je suis parti, je me suis un peu préparé avant. Justement, j'allais y venir. Comment on se prépare physiquement à ce genre d'expédition? Au retour du coup de l'Australie, à l'époque, donc j'étais un peu brinque-ballant parce que j'étais quand même fracturé sur toute la partie droite de mon corps. Donc il y a eu quand même une phase de transition lorsque je suis rentré en France. J'avais du mal à suivre les conseils des kinés, à savoir de rester calme chez moi, à la maison, de faire des exercices tous les jours. Moi, j'ai décidé de devenir ostréiculteur à la place et d'être en mer tous les jours et de porter des poches qui faisaient entre 25 et 30 kilos à peu près. C'était des marées qui étaient assez rudes, mais ça m'a permis de me remettre sur pied assez rapidement et ça m'a permis de me reforger physiquement, même mentalement. On travaille dans une eau à 6 degrés en hiver, dans le noir. Donc c'est un métier pour moi, qui a été assez utile en fait, dans cette transition-là. Et en plus de ça, je me suis énormément renseigné évidemment sur le milieu, tous les milieux boréaux, etc. Enfin, la connaissance du milieu est assez fondamentale lorsqu'on va là-bas. J'ai essayé d'apprendre comment monter une tente dans une tempête, entre 80 km/h et 90 km/h. Essayer de monter une tente, c'est comme si vous montez sur le toit de votre voiture et que vous roulez sur la 4 voies, et essayez de monter votre tente sur ce toit. Ça ne peut pas s'improviser, c'est des choses qui s'apprennent. Pareil, j'ai fait beaucoup de marches lestées de très nombreux kilos, dans des endroits qui n'étaient pas très confortables. J'allais souvent dans les ruisseaux, dans des pentes très abruptes, avec un sac à dos qui faisait entre 25 et 30 kilos. Voilà, donc c'était une préparation qui était assez longue. J'ai essayé de prendre de la graisse aussi, un peu de muscle, donc j'ai tout perdu comme vous voyez. Et ensuite, j'ai évidemment préparé du matériel parce que c'était une expédition que je voulais sur 3 saisons, sur un temps très long. Et le matériel était extrêmement important. Il devait à la fois répondre à l'impératif d'aller partout, c'est-à-dire sur les glaciers, dans les plaines marécageuses, dans les déserts aussi, à la fois en été lorsque les températures oscillent entre 5 et 15 degrés, et en plein hiver lorsque ça peut descendre jusqu'à moins 35. Donc voilà, c'est toute cette logistique-là qui était extrêmement importante. Mais bon, après l'itinéraire que j'ai construit, je l'ai aussi construit à l'instinct, et je n'avais rien vraiment défini. Alors, vous sortiez d'un grave accident. Comment a réagi votre entourage quand vous leur avez dit en fait, je pars, je sais que votre papa est par ici? Oui, il est derrière là. Je ne suis pas très objectif, mais l'accident en lui-même, j'imagine que c'est extrêmement compliqué pour les proches. Et lorsque votre fils vous dit qu'il souhaite repartir dans un endroit un peu plus dangereux, où le risque il est véritable, je pense que de la part d'un père ou d'une mère, c'est pas la chose la plus évidente à entendre. Après, je pense qu'il faut aussi se laisser aller à la confiance. J'ai fait un autre voyage auparavant en Amérique du Sud, que j'ai traversé de Quito en Équateur jusqu'à Ushuaia en terre de feu pendant de nombreux mois, et j'ai fait beaucoup d'alpinisme là-bas. Et j'ai eu aussi pas mal de déboires là, sur ces sommets à 6000 mètres. Donc mes parents, ils étaient assez habitués, entre guillemets, aux mauvaises nouvelles. Et ce voyage-là leur a permis d'être très forts, quoi. Et donc je pense qu'ils l'ont un petit peu mieux digéré, mais je pense que c'est évidemment que c'est pas facile, c'est clair. C'est absolument pas facile. Et je les remercie d'ailleurs de m'offrir ces ailes-là pour voguer à mes rêves. Parce que je sais que je fais de la peine à pas mal de monde autour de moi. Alors, l'été 2020, c'est le grand départ, mais ça commence par un faux départ. Est-ce qu'on en parle? Alors, on va peut-être pas en parler parce que c'est un peu le fil rouge du bouquin. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il s'est passé quelque chose d'un petit peu grave. D'ailleurs, mon père l'a vécu à distance, donc il le sait. Je
Et je suis donc déjà parti en Islande en juillet 2020 et je commençais du coup une expédition et il s'est passé quelque chose qui m'a dû me faire revenir en France et quelque chose qui aurait pu mal finir, on va dire. Et je suis reparti, du coup j'ai attendu 5 semaines histoire que le corps se refasse. Et 5 semaines après, je suis reparti, effectivement. Mais comme le temps avançait et que l'hiver venait, j'ai dû changer un petit peu mon itinéraire et ma trace. Donc là, je suis parti du nord-ouest de l'Islande pour ensuite directement fuir vers le sud. Et pour se mettre dans le bain, je vous propose une petite lecture, si vous êtes d'accord. Alors, c'est juste pour recontextualiser la chose, je crois que le passage qu'a choisi Magali, c'est le jour en fait où je me suis fait déposer en Zodiac sur du coup, la péninsule d'Anstrendir, qui est au nord-ouest de l'île, et ça faisait quelques heures que j'étais parti. Le cosmos est en place. Marée basse. Les cormorans sur l'estran soignent leur plumage couleur ébène. Les phoques gris gainent leur corps tacheté sur les rochers. Les mâles doivent faire dans les 300 kilos pour 3 mètres de long. À mes yeux, ils sont des monarques antiques, et les blocs de granit qui émergent des eaux constituent leur divan. Ma présence ne trouble en rien leur vie. Je me tais, me fais petit et les observe à bonne distance. Leur existence semble si paisible qu'elle ferait presque oublier les siècles de chasse passés. L'expédition sera longue, en route depuis 15 minutes et voilà que je m'arrête à la première distraction animale. Il est triste de penser que la nature parle et que l'homme n'écoute pas. À défaut de rentrer vite à la maison, je me dis que ma lenteur aurait ravi Victor Hugo. Je suis venu ici pour retrouver une présence au temps. Être présent au temps, c'est le laisser filer. Après la traversée d'une tourbière puis d'un névé pentu, je m'engage 8 km durant dans un pierrier. Première difficulté. Je choisis de répartir mon matériel en 2 sacs. Le premier sur le dos, le second sur le ventre, qui masque la zone où coulent mes pieds. J'ai les yeux grands ouverts, mais progresse à l'aveugle. Dans ce dédale de pierres instables et tranchantes, à flanc de fjord, il faut être attentif à chaque pas. Je me sens comme un lynx pâle cherchant vainement un appui dans les bouillies. Je me hasarde ici et là. L'écho métallique produit par mes bâtons résonne dans mes tympans. Il faudrait être discret et je n'y parviens pas. Même si les bâtons équilibrent mon corps, ils produisent un son artificiel agaçant. Je décide de les ranger à l'arrière du sac et soudain, le soir devient plus silencieux. Les ombres s'étirent, le soleil ne me frappe plus, les dalles sont grises. Parcourir un pierrier islandais à l'aveugle est une variante de la roulette russe. On avance, on pose un pied, on ignore si la cheville va tourner. Elle tournera 10 fois en 3 heures, et 10 fois je lui adresserai ma sympathie. Pas de conneries, l'ami, pas de conneries. Je finis par monter la tente sur un nuage de mousse suspendu au pied du col, à l'abri du vent de nord-ouest. Épuisé, je m'endors quelques minutes après avoir englouti ma ration lyophilisée. Fin août, à l'extrémité nord-ouest de l'Islande, les nuits sont courtes. L'obscurité complète ne prend son quart qu'entre minuit et 3 heures du matin. Passé 3 heures, la lumière se hâte dans la tente. Il fait 10 degrés à 5 heures. La chaleur émane du sol et je transpire dans mon sac de couchage normalement prévu pour des températures allant jusqu'à moins 30 degrés. Dehors, la pluie fine ravine entre les roches et fait déjà gonfler les mousses. Tout respire l'humidité. L'eau ruisselle sans entrave sur le dôme de la tente, engorgeant les alentours. Les oiseaux marins en contrebas célèbrent la pluie en cisaillant les gouttes de leurs ailes tendues. Et le ciel uni d'un gris anthracite fait peser sur le monde un plafond bas et brumeux. Dans la lumière de l'aube grise, je lâche prise, je décompense. Je sors nu devant l'entrée de ma tente, enfin libre. On y était, hein, merci. Alors vous avez décidé de faire le tour de l'Islande, vous l'avez dit, vous êtes parti du nord-ouest de l'Islande, vous faites le tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et donc le vrai départ, c'est août 2020 jusqu'en janvier 2021, donc en grande partie en hiver. Pourquoi le choix de cette saison, qui est quand même difficile? Alors l'idée c'était déjà d'arpenter des territoires sans maître, des territoires qui n'appartiennent à personne, des territoires sauvages. Je ne suis pas misanthrope, mais j'avais tendance un peu à vouloir fuir les hommes. C'était une sorte de deep to the wild ce que je voulais faire. Mais au-delà de ça, au-delà du territoire stricto sensu, j'avais aussi à cœur de voir l'Islande se faire baptiser par 3 saisons, dont la saison hivernale.
et d'évoluer avec l'île, de voir l'île muter en couleur, en forme, en son, en odeur. Et l'idée, c'était aussi que moi aussi je fasse ma mue pendant ce temps très long. Pourquoi l'hiver ensuite Pourquoi une grande partie de l'expédition s'est faite en hiver L'hiver sous-entend par définition une forme d'ascèse. En hiver, tout change. Il y a un resserrement des priorités. Le froid nous malmène en permanence. Et je pense que c'est parfois savoir rendre hommage à la vie que de savoir un peu la molester et de l'intensifier en prenant certains risques. C'est aussi pourquoi je suis allé sur les glaciers, au niveau des déserts, etc., etc. Mais l'hiver était un peu cette toile de fond légèrement risquée et surtout sublime, en fait, parce que en été, le désert, par exemple, du centre est complètement noir, est extrêmement aride, est très rocailleux, très minéral, et en hiver, tout a muté en un blanc pur. Et c'est ça qui est particulier en Islande, c'est que l'hiver est une alternance permanente entre la grâce et la souffrance, entre la beauté extrême, la pureté, et la violence du blizzard qui vous assaille du jour au lendemain et d'heure en heure. Et c'est cette oscillation un peu entre les saisons et même au cœur même des jours d'ailleurs, qui moi m'a beaucoup attrayé. Et voilà, j'avais à cœur d'épuiser le champ des possibles. Et pour moi, le champ des possibles islandais, c'était aussi connaître cette île sous 3 saisons, quoi, qui sont vraiment uniques les unes après les autres. Et cette succession-là a fait, je pense, aussi l'intensité et la beauté de ce long voyage, au-delà des rencontres que j'ai pu faire et du cheminement intérieur aussi. Alors, vous l'avez dit, vous avez marché dans des zones essentiellement désertes, vous avez marché essentiellement tout seul. Comment on s'équipe pour pallier à cette solitude et ce manque de moyens autour de soi? Alors, le matériel que j'ai emporté, il était adapté aux conditions, mais il n'était pas totalement, parce que j'avais pas beaucoup de sous. C'est ce que j'explique dans mon bouquin, c'est que c'est une expédition qui s'est faite vraiment loin des schémas actuels, des explorateurs qui se font sponsoriser, qui ont des exigences auprès de certaines marques. Je me suis financé en faisant des heures supérieures en ostréiculture. Donc je ne suis pas parti avec un bagage financier énorme, alors même que l'île est quand même relativement onéreuse en termes de nourriture et d'hébergement, même si je dormais sous tente. Mais bref, le matériel que j'ai choisi était adapté, mais ce n'était pas du matériel d'un écrit. Ce qui fait que même si j'avais une tente 4 saisons, donc une tente qui par définition se veut robuste contre les assauts du vent et la morsure du froid, j'ai dû réparer les arceaux de ma tente environ une 40aine de fois pendant l'expédition. Et c'est un cercle vicieux en fait, parce que le jour où on se prend dans un blizzard et que la tente, se fait détruire par le vent, on répare l'arceau une première fois, mais cet arceau-là, par définition, est fragilisé. Il suffit d'une deuxième tempête pour qu'il recasse, etc., etc., etc. Et plus j'avançais en hiver, plus les tempêtes étaient non seulement puissantes, mais en plus fréquentes. Donc en ça, c'était terrible. Donc ce que je voulais dire, c'est que c'était du matériel qui était adapté. Je ne veux pas laisser l'image d'un homme qui est parti là-bas à la fleur au fusil sans avoir aucune connaissance, qui partait avec une tente Décathlon à 50 balles. Non, j'avais du matériel qui était adapté, j'avais un réchaud, j'avais de la nourriture lyophilisée, j'avais du thon à l'huile, j'avais des bâtons, j'avais des piolets, j'avais des crampons, j'avais des cordes, j'avais un sac étanche normalement prévu pour le transport des kayaks que j'utilisais en mettant tout mon matériel hyper important et vital pour traverser les rivières glaciaires, c'est-à-dire que je me mettais à nu, je mettais mes chaussons en néoprène, je me mettais dans l'eau, je traversais en général, ça dépendait de l'état des rivières, mais en général j'avais de l'eau juste au niveau des parties génitales, je traversais la rivière, à l'époque je m'encordais du coup au sac que je laissais sur la rive, je passais de l'autre côté et je tirais sur mon sac et ensuite je me rhabillais. Donc c'était tout un processus comme ça qui nécessitait effectivement du matériel. D'où le fait que je portais entre 30 et 37 kilos sur le dos. Ouais. Et qu'est-ce qui aide à surmonter et à supporter ces conditions physiques extrêmes, le froid, la fatigue? On se nourrit de ce qu'on voit. L'Islande est d'une telle beauté qu'on ne peut que on se sauve
en se délectant de ce qu'on arpente du pied, en fait. Et voilà, moi j'opposais au rouleau du temps la mesure des grands espaces, mais je me délectais effectivement de la moindre parcelle végétale dans un désert, de la moindre, comment dire, du moindre rayon de soleil au milieu d'une tempête, ou alors pendant le jour blanc, par exemple, lorsque tout était complètement blanc et qu'on perdait absolument tous les repères, la moindre nuance du nombre, par exemple, dans le blanc, me satisfaisait. Et au-delà de ça, évidemment, une fois qu'on a monté la tente, après avoir abattu entre 30 et 40 km par jour, par moins 30 degrés, voilà, le simple fait d'allumer son réchaud et de boire un thé, voilà, le luxe devient le comblement d'une douleur ou d'un manque. C'est ça qui est assez extraordinaire. Et le froid permet ça, en fait. C'est le resserrement des priorités, et aussi le froid reprise des priorités. Elle les change, elle les fait muter. Par moins 32 degrés, lorsqu'on se réveille, on a 1 cm de glace sous le dôme de la tente. Spontanément, on n'a pas le droit de se faire un café à ce moment-là. C'est-à-dire que la priorité, c'est de sortir du sac de couchage, du coup, qui est complètement englacé. On enfile sa tenue d'expédition, on enfile ses chaussures d'expédition, on sort, on fait son sac, on brosse l'intérieur de la tente, qui fait tomber toute la glace à l'intérieur, on plie sa tente et ensuite on se fait un café. Si jamais je me faisais un café sous la tente, la glace fondrait et je ferais une hypothermie en 15 minutes. Parce que l'humidité là-bas, c'est gage de mort rapide. J'aimerais bien revenir sur l'observation des paysages, de la nature, parce qu'on ne l'a pas dit, mais vous êtes aussi photographe. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu aussi? Il y a des photos dans le livre et on peut dire que vous êtes photographe. Amateur. Amateur. J'ai appris la photographie pendant le Covid. Quand je ne m'occupais pas des huîtres, j'allais pister le sanglier, le chevreuil et le renard à côté de chez moi. Donc j'étais vraiment sur mes tout débuts de photographie, donc je ne me targue pas de ce statut-là. Mais effectivement, par contre, la photographie, au-delà de l'écriture qui m'animait effectivement pendant toute cette expédition, la tenue de la photo m'importait également. J'ai oublié votre question, c'était... Le rapport à la photo et à l'observation des paysages. Bah, c'est ça, en fait. Je pense que c'est faire trop confiance à sa mémoire que de ne pas prendre des notes ou prendre des photos, surtout en Islande, parce que tout est magnifique. Mais l'exigence de la photographie aussi permet d'aiguiser ses perceptions, je pense. Et le fait de se forcer, même si moi je ne me forçais pas, mais le fait de trouver un beau cadrage, par exemple, devant un bloc de glace au lever de soleil sur une plage qui s'appelle Diamond Beach, au sud d'une lagune glaciaire qui s'appelle Jökulsárlón, c'est capter en fait la poésie d'une chose extrêmement simple. Mais c'est uniquement un bloc de glace qui a été malmené par les flots, qui vient du vélage d'un glacier, qui a été apporté là par le vent et qui a été magnifié par le sel. Quand ça débarque sur la plage, elle se pose et la lumière crée la beauté, quoi. Donc l'art de la photographie, c'est d'essayer de trouver la beauté dans des choses extrêmement simples. Et l'observation des paysages, l'observation des animaux, la rencontre avec le renard polaire, avec le lagopède ou avec le renne, par exemple, a sublimé l'expédition. C'était une intensification permanente. Je me suis fait suivre par un renard polaire pendant 4 jours. Et tous les matins, lorsque je me levais autour de la tente, il y avait des petites crottes. Et en fait, on s'est suivis. Et c'était dans la réserve d'Andstrandir. La réserve d'Andstrandir, au nord-ouest, c'est le seul endroit de l'Islande où le renard polaire est protégé. Et en fait, il le sait, le renard polaire, qu'il est en sécurité sur ce territoire-là. Et ça permet des rencontres incroyables. J'ai pu m'allonger à 2 mètres d'un renard. Et on était curieux l'un de l'autre. Et la frontière homme-animal... est tombé, quoi. Et c'est ces moments-là, justement, d'observation, c'est cette quête du sauvage qui sublimait l'instant. C'est partie intégrante de cette expédition. J'allais là-bas pour ces moments-là aussi. On parlait de la beauté et de la poésie des choses qui permettent aussi de surmonter la douleur et la fatigue. Vous citez régulièrement vos lectures. J'ai noté Victor Hugo, Neruda, Rimbaud. Et je me suis demandé, mais il n'a pas emporté tous ses livres dans son sac quand même. Si, vraiment, les gens se moquent de moi quand je dis ça. Je ne sais pas si c'est de la stupidité, je pense évidemment que si, mais j'ai emporté, je pense, presque 1 kilo de livres.
Ouais, mais c'est n'importe quoi, je sais. Je sais qu'il y a ce qu'on a appelé des Kindle maintenant, mais non, non, effectivement. Mais honnêtement, dans les moments de profonde solitude, après avoir conversé pendant de longues minutes avec mon réchaud et ma brosse à dents, je veux dire, tomber sur un vers bien formulé de Rimbaud dans les Illuminations ou capter l'intuition de Henry David Thoreau, l'écrivain américain qui fait beaucoup de nature writing, qui a écrit Walden notamment, qui a aussi un ouvrage qui m'a orienté vers ce type d'écriture. Voilà, tomber sur ces auteurs-là, c'est du baume au cœur en fait. Et on oublie complètement les tracas de l'extérieur et même les sons de la tempête du grand dehors, quoi. Et peu importe que ce soit de la poésie ou que ce soit de romans. J'avais aussi évidemment Martin Eden avec moi, que j'ai relu, je pense, une 16e fois. Et dans les moments de découragement ou les moments où il faut renoncer, comment ça s'est passé pour vous? Vous saviez renoncer quand il fallait? Le renoncement, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué pour moi. J'ai une certaine tendance à vouloir aller au bout des choses, et ça m'a énormément coûté dans le passé, notamment pendant cette fameuse date du 13 juillet dont on parlait tout au début, ce premier moment en Islande. Mais suite à cet événement-là, qui est vraiment liminaire, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu un avant et un après ce 13 juillet-là, j'ai appris à renoncer, effectivement. Je pense qu'il faut faire preuve d'humilité dans certaines situations. On est en Islande, on n'est pas au Vigan. La nature choisit, la météo gouverne, et il faut savoir s'y plier. Et je pense que on peut s'élever grâce à ça aussi. On prend conscience de beaucoup de choses une fois qu'on a subi une fois les affronts du blizzard. L'homme n'est rien. La nature n'est ni bonne ni mauvaise, elle est. C'est elle qui définit absolument tout. Et voilà, on est juste un tas d'os et de chair là-dedans. Et si on tient un tant soit peu à la vie, effectivement, il faut savoir dire non de temps à autre. Est-ce que vous seriez d'accord pour lire encore un petit passage, justement sur ce sujet du renoncement? On parlait justement de la chute du 13 juillet. Si la chute du 13 juillet et ses déboires dans le centre m'ont appris une chose, c'est l'humilité. Rester humble quand la nature dit attention. Chaque expédition comporte son lot de renoncements et de fuites inquiètes. Faire marche arrière, tourner le dos au danger, altère l'image qu'on a de soi. Cela peut générer une certaine amertume. Pourtant, savoir évaluer une situation, ne pas se précipiter et s'arrêter à temps dessine la voie de la sagesse. La fuite est un évitement, certes, mais il m'incombe d'en disposer justement. Je ne tiens pas à en faire une norme, sans quoi j'affaiblirais ma volonté d'accomplissement. Je ne tiens pas à l'écarter de façon systématique, au risque de me brûler les ailes. Ma décision est prise, ne pas traverser le Vatnajökull, mais en effleurer les bords, explorer ses plaies, ses langues et ses lagunes. Sur mon chemin intérieur, je viens de faire un grand pas en avant. Déchiré dans cette décision qui me fait renoncer à un rêve en écrasant la voix de mon instinct, je sais aussi que je deviens plus raisonnable. Je n'exige plus de moi cet excès de feu qui brûle. L'âme vient caresser l'ego en lui murmurant ce qui compte. Où est passée la tête brûlée? Un court instant, je me sens étranger à moi-même. En analysant les choses, je découvre que je me déteste moins. Tout comme l'Islande, kilomètre après kilomètre, a décapé le cuir de mes semelles, mon âme, grâce à elle, se désencombre de ses vieilles peaux, devient plus perméable et prend la mesure des choses. Merci. Est-ce que vous sauriez nous parler de ce cheminement intérieur qui vous a accompagné tout du long? Comment vous avez le sentiment d'être parti et comment vous avez le sentiment d'être revenu de ce... Vous avez le droit de dire Joker. Non, c'est pas mon genre de me défiler, mais non, c'est une question qui est extrêmement compliquée. Il n'y a pas de réponse brute, à vrai dire. Je pense que je me suis profondément ensauvagé là-bas. Et paradoxalement, je pense m'être aussi assagi. C'est-à-dire que je suis parti en Islande, évidemment c'était une reconquête de moi-même. J'en parle dans le bouquin, je ne veux pas non plus parler de mes déboires personnels, mais
Voilà, j'avais des choses à régler, clairement. Un événement qui s'est passé en Amérique du Sud notamment, puis en Australie, voilà, j'avais des choses à régler. Donc je suis parti là-bas et je suis aussi parti là-bas pour pister les bêtes. Et j'ai l'impression que je suis devenu bête. L'animal. Et de la même manière où, au cœur de l'expédition, au départ, on a l'impression d'observer un paysage, on a l'impression de poser ses yeux sur une nature, à la fin, on appartient vraiment au cosmos. Et on a l'impression que c'est le paysage qui nous observe. Donc c'est ça, en fait, c'est cette absorption, c'est cette dilution dans le paysage qui a été pour moi la plus grande évolution, en fait. C'est-à-dire j'avais vraiment l'impression de faire partie des choses et d'avoir regagné une présence au temps, une présence au réel. Je me sentais... C'est des termes qui sont assez galvaudés aujourd'hui, mais je me sentais vraiment reconnecté à la chose. Et j'avais plus cette scission avec moi-même. Je m'entends mieux avec moi-même aujourd'hui. Je me sens plus mon meilleur ami qu'avant. Et je le dois à ça, je pense, je le dois à l'Islande. J'avais envie de me fondre dans un paysage de rêve. Et je pense que j'y suis humblement parvenu. Alors, ça m'a coûté cher, hein. J'ai perdu quelques doigts, enfin, je me suis usé des orteils, etc. Mais j'ai perdu de la sensibilité sur 2 orteils. Mais la finalité, j'ai très 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 peu de regrets, quoi. Et justement, ce cheminement intérieur, globalement, c'est exactement ce que je viens de dire, en fait. C'est cette... et c'est pas cette sagesse, parce que je pense que personne n'atteint la sagesse absolue, mais c'est ces petites choses, c'est cette petite prise de décision qui font qu'aujourd'hui, je me sens bien mieux, en fait. Voilà, alors, on a beaucoup parlé de solitude et de bivouac sous la tente, mais il vous est arrivé de dormir dans des abris, dans des cabanes, et de rencontrer des gens quand même. Est-ce que vous auriez des souvenirs marquants à partager à ce sujet, en dehors de cette grande solitude de l'expédition? En fait, le propre de la solitude, c'est ça qui est intéressant avec ce concept-là, et ce vécu-là, c'est que quand on vit seul, au milieu de rien, pendant de très nombreux jours, le maximum où j'ai vécu seul sans parler à un seul humain, c'est de 20 jours. Quand on renoue avec la civilisation et avec les mots, les gens le sentent. Et en fait, la solitude magnifie la rencontre. Et ça je l'ai vraiment senti à plusieurs reprises. Et en fait, je ne saurais même pas choisir un événement, parce que chaque rencontre était littéralement sublime. Et la preuve en est, c'est que j'ai gardé contact par WhatsApp avec toutes les personnes que j'ai rencontrées là-bas. Et littéralement, ça fait 4 ans, enfin presque 3 ans et demi que je suis rentré d'Islande, et j'ai gardé contact avec tous ces gens-là. Mais spontanément, j'ai quand même le souvenir du berger écossais que j'ai rencontré au milieu de l'hiver. Donc, ça faisait à peu près 15 jours que j'étais au milieu des hautes terres. Donc les hautes terres, c'est la partie de l'Islande la plus rude, vraiment, où de très 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 nombreuses personnes m'ont dit: mais pourquoi tu vas là-bas en plein hiver, il n'y a personne qui y va, déjà en plein été, t'as pas de ski, t'as pas de poulka, tu vas t'enfoncer, j'avais pas les moyens de m'acheter des raquettes, donc c'était, je pataugeais dans la poudreuse là-bas, et les températures ont dégringolé profondément. En ressenti, le minimum que j'ai eu, c'était, je crois que c'était moins 32, moins 33 sur la tente. Bref. On arrivait à la fin de l'année 2020, donc ça faisait, on va dire, 10 jours que j'étais là-bas, plusieurs bivouacs à moins 25, moins 30. Mon matelas se dégonflait en permanence. Je me réveillais toutes les heures et demie parce que j'avais les fesses qui touchaient le sol. J'avais plus trop de nourriture. Je ressemblais littéralement à un sanglier. Et j'ai passé les derniers sommets. C'est une chaîne de montagne, je vais vous épargner le nom parce qu'il est un peu compliqué, mais je passe cette chaîne-là et sur la carte, je voyais il y avait un petit point noir, quoi, un petit carré noir. Je me dis, bon, ça doit être une cabane sans personne, évidemment, quoi. Et j'avance sur une longue piste, et au bout de la piste, je vois un géant, mais l'homme faisait 2 mètres, quoi, emmitouflé dans une tenue noire très sombre, avec 2 chiens de part et d'autre de lui. Et le gars tend les mains, vraiment comme le Christ, et il lui dit: mais qu'est-ce que tu fous là? Vraiment, en anglais.
Moi, j'avais de la mort plein la bouche. Bref, je vous passe les détails encore une fois, mais la mort, appliquer la mort autour de son visage, c'est un moyen de se préserver du froid pour éviter les gelures. Donc j'arrivais plus à parler, je parlais comme ça. Et il me dit, bah voilà, on est le 31 décembre, je pensais évidemment rencontrer personne ce soir, j'ai fait un chili con carne, viens quoi. Et en fait, j'ai passé le nouvel an avec lui, donc c'est un berger écossais qui était là pour la saison, un rude gaillard, donc, je pense 2 mètres, 2 mètres 10, une armoire à glace. Et il m'a, voilà, on a vidé une bouteille de whisky écossais forcément. Et en repartant, il m'a offert une luge, je pense, qui doit dater du 15e siècle, vu le poids qu'elle faisait. Donc je m'excuse, du coup, l'homme s'appelle David, mais j'ai dû délaisser cette luge parce que c'était plus une entrave qu'un allègement de fardeau. Mais bref, ouais, cette rencontre-là, c'était particulier parce que c'était pas avec un Islandais. Mais bon, dans le livre, il y a beaucoup de rencontres avec des Islandais, notamment avec une famille qui m'a littéralement sauvé la vie. Mais ce type-là, c'était tellement inopiné et tellement inespéré que ouais, c'est un grand homme et encore une fois, on reste en contact. Et quand vous rencontriez des Islandais, vous parliez en quelle langue? Est-ce que vous parliez l'islandais? Parce qu'on a l'impression en lisant le livre. Non, je lis l'islandais, je comprends certains mots parce qu'à l'instar de l'allemand qui peut présenter des mots extrêmement longs et faire très très peur aux gens, en fait, il y a beaucoup de suffixes et de préfixes qui se comprennent assez aisément. Par exemple, le vatnajökull, le mot kotl, ça veut dire glace, et le mot jökull, ça veut dire glacier. Donc une fois qu'on sait ça, pareil, le mot vik, ça veut dire baie, le mot sa, ça veut dire rivière. Donc il y a beaucoup de choses en fait. Quand on lit l'islandais, même si on n'arrive pas à connaître parfaitement la signification de chaque mot, on sait globalement de quoi on parle. Et donc Hvatsjökull, Langjökull, Vatnajökull, Drangajökull, tout ça on sait que c'est que des glaciers quoi. Donc c'est assez facile en fait. Par contre, à parler, c'est impossible. Enfin, je m'y suis penché, mais très 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 compliqué. J'ai une amie qui habite en Islande depuis déjà 6 ou 7 ans maintenant, elle commence à peine à le parler et à le comprendre. Donc pour répondre à votre question, j'ai parlé l'anglais avec eux, ils parlent extrêmement bien, sauf vraiment dans les régions extrêmement reculées, au pied de cols interdits, notamment du nord, où là, on parlait avec des signes, quoi. Des trucs, voilà, quand ils disaient non, n'allez surtout pas là-bas, ils disaient ça. Voilà, c'était assez facile de se comprendre, mais ils parlent vraiment bien l'anglais, bien mieux que le mien. J'ai relevé une phrase que j'ai trouvée belle et intéressante. Ma quête est une fuite autant qu'une aventure esthétique, intérieure et physique. Ce que je recherche est une oscillation entre la souffrance et la grâce, un galop furieux de sensations. Est-ce que cette quête-là, à l'issue du voyage, vous avez eu le sentiment qu'elle était aboutie, que vous avez réussi cette quête? Malgré moi, oui. Et puis, je pense qu'elle est pas aboutie dans la mesure où elle est continuelle. Et même ici, en France, dans nos forêts, je cultive cette idée-là, de l'alternance. Pas parlementaire, pas politique, mais une alternance permanente entre les états intérieurs, les états physiques. Et c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au luxe. Je pense que le monde est d'autant plus appétissant lorsqu'on a le ventre vide. Et je pense qu'on apprécie d'autant plus la sensation de chaleur après avoir vécu 15 heures dehors par moins 30. Et justement, c'est cette alternance de souffrance et de grâce qui, moi, me semble intéressante. Et puis accessoirement, j'ai besoin d'éprouver les choses pour avoir des idées. Donc j'ai besoin de me confronter aux choses pour me sentir vivant. Ça, c'est pas une leçon, c'est vraiment perso, je délivre aucun message derrière ça. C'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que je me sens bien. Mes parents détestent cette idée-là, mais c'est comme ça, c'est moi, je ne peux pas faire autrement. J'ai besoin d'aller m'éprouver. Alors, vous en avez parlé au début, l'envie d'écrire était présente dès le départ, bien avant même. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous écriviez pendant l'expédition? Est-ce que ça s'est fait après coup? J'ai tenu un carnet de voyage, parce que ce que je disais tout à l'heure, je pense que c'est faire trop confiance à sa mémoire que de ne prendre aucune note, ni de prendre aucune photo.
Donc j'ai vraiment tenu un carnet de voyage, effectivement, au départ avec un crayon gris, mais très rapidement, les conditions sous la tente étaient telles que des fois je prenais un peu des notes sur mon téléphone, mais bref, la batterie étant, comment je devais nécessairement préserver la batterie au maximum, donc à la fin j'écrivais plus trop, j'écrivais seulement des bribes, des idées, quoi. Au début je formulais vraiment les choses, trop longues d'ailleurs, j'avais souvent du retard sur chaque jour, et à la fin c'était voilà, par flash, par thème, des fois même un seul mot, et c'était que des choses qui m'ont procuré des émotions extraordinaires, toujours. Voilà. Mais par rapport à l'écriture, l'écriture pour moi c'était vraiment une nécessité. J'avais besoin d'adouber l'acte par le verbe, c'est comme ça. J'avais pas envie que cette aventure-là soit vaine. J'avais besoin de la raconter. J'ai besoin de partager avec les gens, même si je suis quelqu'un de profondément solitaire. C'est ma manière à moi d'aller aussi vers les autres et d'offrir ce temps-là vécu en Islande aux lecteurs. Et vous l'évoquiez tout à l'heure, vous avez fait aussi un grand voyage en Amérique du Sud, donc de Quito à Ushuaia. Vous avez eu une expérience de marin-pêcheur en mer de Tasmanie. Est-ce que c'est des vécus qui donneront lieu à des livres? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez ou pas du tout? Le métier de marin, oui, je pense. Je ne sais pas comment encore, je ne sais pas sur quel genre de la littérature ça va se porter. Mais l'Amérique du Sud, je pense pas, parce que c'était déjà j'étais extrêmement jeune, j'avais 22 je crois, ou 23 ans. Du coup, je n'écrivais pas à l'époque, donc j'ai pas de carnet de voyage. Et les seules photos que j'ai pu faire, c'était avec un téléphone vraiment miteux. Donc impossible de valoriser la chose. En revanche, je me nourris de ce voyage-là en permanence pour raconter des choses à droite à gauche. Mais il y a eu un événement trop grave dans ce voyage-là, où j'ai perdu quelqu'un avec qui j'avais vécu. Je ne peux pas parler de ça, c'est pas possible. Quoi. Non, ça ne fera pas l'objet d'un bouquin. Non, je pense pas. Alors il y a une drôle de coïncidence de date, puisqu'aujourd'hui on est le 24 août, et le 24 août 2020, c'était le premier jour de votre voyage en Islande. C'est vrai. Je me suis demandé si vous vous en souviendriez ou pas. Et je me demandais, qu'est-ce qu'on fête le plus comme ce genre d'anniversaire? Est-ce qu'on fête un premier jour de voyage ou est-ce qu'on fête plutôt une arrivée, un aboutissement? Je suis plutôt sur Bonne question. Pour l'Islande, je dirais l'arrivée parce que c'était un jour après l'anniversaire de mon petit frère et que j'avais plus d'émotions à la fin évidemment qu'au départ. Le départ, j'étais tenaillé un peu par la peur de me décevoir, la peur de ne pas arriver au bout de cet immense projet dont je n'avais même pas de fin établie. Je savais que je voulais arriver à Akureyri, mais par quel biais, sur quel temps, je ne sais pas. La fin, c'était autre chose. J'ai tellement souffert avant et sacrifié de mon corps, de mon esprit, parce qu'il y a des moments où j'ai sombré légèrement fou et schizeux, que la fin, quand je suis arrivé en haut de ce fjord, que je connaissais avant, parce que du coup, le premier voyage, je suis parti de cet endroit-là, c'est pour ça que j'avais terminé ma trace là. Quand je suis arrivé en haut de ce fjord, évidemment j'ai pleuré comme une madeleine, et je me suis dit, voilà, c'est fini, quoi. C'est fini, et ça faisait 144 jours que je marchais. J'abattais le 3055e kilomètre, et il y avait un apaisement, alors même que j'arrivais à peine à articuler mes genoux pour pouvoir mettre un pas devant l'autre, mais je me sentais apaisé. Et d'ailleurs, en redescendant le fjord et au moment de poser le pied sur le goudron, ce cher goudron qui m'avait tant manqué, j'ai croisé un couple de Suisses et un homme et une femme. Et ils sont venus vers moi, donc ils m'ont dit, évidemment, je ne ressemblais à rien, une barbe, j'étais émacié, les cernes, etc. Et ils m'ont dit, ouais, d'où est-ce que tu viens, etc. Et je n'ai pu dire que voilà, je viens de terminer une marche en Islande. Je leur ai dit que ça, et ils m'ont dit, ok, on sent que tu as besoin d'être seul, on va te laisser tranquille. Et je suis arrivé sur la route, les voitures me dépassaient, et je suis arrivé au panneau, un panneau jaune, avec écrit en lettres noires Akureyri, et j'ai juste posé mes moufles dessus, et je me suis dit, voilà, c'est fini, quoi.
Après, j'ai appelé mon père qui n'a pas répondu. Puis j'ai appelé ma mère et voilà, on a pleuré ensemble. Et puis la fin était comme au commencement, anonyme. Ensuite, je me suis payé une bière dans un bar. Et la suite, à quoi ça va ressembler, des projets? La suite, elle est assez claire, paradoxalement. J'ai un gros projet dans l'Arctique, sur l'île de Baffin, soit 2025, soit 2026. L'idée, c'est de traverser l'île de Baffin, donc, qui se situe entre le Groenland et le Grand Nord canadien. En fait, entre le Groenland et le Canada, il y a tout un archipel d'îles que personne ne connaît, donc personne ne sait les noms, et qui s'appelle l'archipel arctique. Et là-dedans, il y a une île qui s'appelle l'île de Baffin, qui vient de l'explorateur William Baffin, qui l'a découvert. Et j'ai à cœur de traverser ce territoire du sud vers le nord. C'est une île qui fait 3000 km encore. Ce n'est pas volontaire de ma part, mais ce 3000, ça me tient. Et l'île s'articule autour de 4 villages inuits sur la côte est. Et contrairement à l'Islande, c'est ce que je disais au départ, où j'avais besoin vraiment de me retrouver, là, il va vraiment y avoir une alternance entre des longues périodes de solitude qui s'établiront entre 15 et 35 jours, avec des moments de réel partage et assez longs avec les Inuits, qui est un peuple qui me passionne depuis très longtemps, depuis que j'ai découvert Paul Victor notamment, et puis des journaux de bord d'Otto Sverdrup ou de John Franklin. Et voilà, donc je partirai là-bas. Les deux seules choses qui vont réellement changer et faire muter l'expédition, c'est que je serai non pas à pied, je ne porterai rien sur mon dos, et je serai en ski nordique et je tirerai une poulka d'environ 150 kg. Et l'île de Baffin est le carrefour migratoire des nounours polaires. Donc c'est ça. En Islande, lorsque je refermais la toile de ma tente, je n'avais pas peur des bêtes sauvages, parce que le seul prédateur qui pouvait un peu me causer du tort, c'était le renard polaire. Là-bas, ce sera une autre paire de manches. Il y a un risque. Le risque sera encore véritable, mais il aura muté. Il aura vraiment changé d'aspect. Donc voilà, c'est les deux grosses variables qui vont changer. Au-delà du fait que je partirai du 66e degré nord et je terminerai avec bien plus au nord. Voilà, donc l'appel du 66 se poursuit. Voilà. Merci beaucoup, Pierre-Antoine Guillotel. Merci à vous. Aujourd'hui, les deux micros ont un fil, donc je vous propose que s'il y a des questions, vous vous manifestiez avec la main et que la question soit posée de manière forte et intelligible. Je vais poser une question. En fait, en novembre, en décembre, il fait à peu près nuit tout le temps. Et comment c'était de se déplacer de nuit en Islande? J'avais cet impératif le fait que la lumière et l'obscurité progressent sur les rails de l'automne puis de l'hiver n'a absolument pas affecté ma manière de marcher. Je me levais toujours à la même heure et j'arrêtais de marcher toujours à la même heure. C'est-à-dire que je me levais tous les jours entre 6h et 6h30 et je commençais à marcher à 8. C'était la même chose, même en hiver, pour le solstice d'hiver où le soleil globalement se levait aux alentours de 11h et se couchait aux alentours de 14h. Ça n'a rien altéré, j'ai continué à battre 30 km par jour, j'avais vraiment cette règle des 30 km. Mais pour répondre à votre question, la seule chose qui a changé, c'était la durée que je portais une lampe frontale, en fait, tout simplement. J'avais des batteries externes, j'en avais 3 ou 4, je crois. Donc c'était la chose qui me prenait le plus de batterie, c'était vraiment la frontale. Mais j'ai essayé de développer des petites techniques pour épargner ces choses-là. J'ai notamment développé une technique, c'est un truc que je dis dans le bouquin, mais je peux vous spoiler, je mangeais beaucoup de conserves au thon à l'huile. J'ai trouvé une petite technique pour faire une pierre trois coups, c'est que j'ouvrais la conserve de thon. Donc il y avait une file, le thon était vraiment imbibé d'huile d'olive. Je prenais une feuille de papier toilette, même 2 ou 3, je les posais sur le thon, je tapotais un petit peu, je la laissais s'imbiber, et j'allumais avec un briquet aux 4 côtés. La feuille de papier toilette se consumait, et en fait pendant 15 minutes, j'avais de la chaleur, de la lumière, et le thon était cuit. Donc, mais croyez-moi, genre au milieu de nulle part, la sensation d'avoir du poisson cuit dans la bouche, c'est extraordinaire.
Et du coup, j'ai pu épargner de temps à autre justement ma lampe frontale grâce à cette petite conserve de thon à l'huile qui me permettait d'être au chaud dans mon petit cocon et d'avoir suffisamment de lumière pour lire mon Rimbaud, mon Martin Aubert. J'aimerais savoir ce que pensent les parents. Comment vous orientez dans l'hiver blanc quand il y a la carte, vous savez où vous êtes? Alors la carte, je ne la sortais que que dans les moments un peu cruciaux, mais sinon j'avais un GPS Garmin qui est vraiment spécialisé dans l'exploration, ce qui me permettait d'avoir de la météo quand le ciel n'était pas trop couvert, mais j'avais de la météo à peu près à J+2, J+3, ce qui me permettait d'anticiper un peu les grosses périodes de tempête. Et effectivement, dans les périodes de jours blancs, ce qu'on appelle les white days, là, c'était au GPS. Le GPS me permettait de m'orienter. La boussole là-bas, ça gèle beaucoup, quoi.